Grand plaisir aujourd'hui d'accueillir la philosophe Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance au Collège de France, qui vient nous expliquer en quel sens la métaphysique peut être scientifique et réaliste, tout un programme qui commence par des cerveaux plongés dans des cuves. Voici une histoire de science-fiction discutée par des philosophes. Supposons qu'un être humain, vous pouvez supposer qu'il s'agit de vous-même, a été soumis à une opération par un savant fou. Le cerveau de la personne en question, votre cerveau donc, a été séparé de son corps et placé dans une cuve contenant une solution nutritive qui le maintient en vie. Les terminaisons nerveuses ont été reliées à un superordinateur scientifique qui procure à la personne cerveau l'illusion que tout est normal. Il semble y avoir des gens, des objets, un ciel, etc., mais en fait, tout ce que la personne, vous-même donc, perçoit est le résultat d'impulsions électroniques que l'ordinateur envoie aux terminaisons nerveuses. L'ordinateur est si intelligent que si la personne essaye de lever la main, eh bien l'ordinateur lui fait voir et sentir qu'elle lève la main. En plus, en modifiant le programme, le savant fou peut faire percevoir, halluciner par la victime toutes les situations qu'il désire. Lorsqu'on évoque ce type de possibilité dans un cours sur la théorie de la connaissance, l'idée bien sûr est de soulever en des termes modernes le problème classique du scepticisme vis-à-vis du monde extérieur. Comment savez-vous que vous ne vous trouvez pas dans cette situation ? Mais cette histoire fournit aussi un moyen pratique de poser des questions sur les rapports entre l'esprit et le monde. Comme disent les philosophes, il existe un monde possible où tous les êtres pensants sont des cerveaux dans une cuve. Dans ce monde possible, les humains ont exactement les mêmes expériences que nous, ils ont les mêmes pensées que nous, et pourtant, je prétends qu'il existe un argument par lequel on peut montrer que nous ne sommes pas des cerveaux dans une cuve. Comment est-ce possible ? To go. Have no place to go. Darling. Bonjour Claudine Tiercelin. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la connaissance, les nouveaux chemins de la connaissance. Vous étiez déjà venu il y a 2 ans, je crois, nous parler des normes dans la nature et c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. Lorsque Hilary Putnam, dans son texte « Raison, vérité, histoire », prend l'exemple des cerveaux dans une cuve, que je viens de lire et qu'il affirme à la fin qu'il est possible, il prétend qu'il existe un argument par lequel on peut montrer que nous ne sommes pas des cerveaux dans une cuve. Êtes-vous d'accord avec lui ? Oui, je suis certainement d'accord avec lui parce que d'abord, il est exact que l'on peut essayer de montrer par un certain nombre d'arguments que l'hypothèse selon laquelle nous serions des cerveaux dans une cuve est un argument autoréfutant qui se réfute lui-même, c'est-à-dire que vous pouvez montrer pourquoi si vous dites qu'il est vrai, alors il est faux. Bien, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose évidemment pour laquelle je suis d'accord avec lui, c'est parce que il utilise cet argument en fait pour une double raison, qu'il indique du reste assez clairement. D'une part, pour essayer de montrer en quel sens, si on réussit à démonter l'argument, on peut apporter une preuve de la vanité du scepticisme concernant la mise en question du monde extérieur. Et donc ça, c'est un aspect important. C'est pourquoi, du reste, son exemple continue d'alimenter toutes les discussions aujourd'hui en philosophie de la connaissance. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'il veut là, dans ce texte de Raison, vérité et histoire, et à ce stade du texte, surtout souligner, c'est le fait que si vous vous inscrivez dans le genre de conception de la signification et de la relation entre l'esprit et le monde qu'indique cette petite histoire qui, si vous y réfléchissez, a été mise en film, parce que le film Matrix est la reprise cinématographique de cette expérience de pensée, alors vous inscrivez dans ce qu'il appelle une théorie magique de la référence. C'est-à-dire que vous considérez qu'au fond, il y a un rapport
rapport quasiment immédiat entre les mots ou les représentations mentales que vous avez et le monde. Or, ce pourquoi Putnam, à ce stade, utilise cet argument, c'est pour montrer, d'une part, donc, que ce n'est pas ainsi que la référence des mots avec le monde fonctionne, et d'autre part, que ce qu'il appelle le réalisme métaphysique est une position fausse. Qu'est-ce que c'est que le réalisme métaphysique, ou ce qu'il appelle encore l'externalisme? C'est la position selon laquelle vous devriez considérer que, premièrement, le monde est absolument indépendant de la manière dont vous le représentez. Deuxièmement, qu'il y a une théorie unique de la manière dont vous pouvez vous représenter, n'est-ce pas, votre rapport au monde. Et ça, dit Putnam, c'est adopter une position de surplomb, un point de vue divin ou de nulle part, qui n'est certainement pas la meilleure manière dont vous allez pouvoir essayer de rendre compte de votre rapport avec le monde. Et c'est sans doute ce qui le distingue de Descartes, puisque finalement l'exemple des cerveaux dans une cuve est assez semblable à l'hypothèse du malin génie qu'on trouve dans la méditation métaphysique. Hypothèse que Descartes énonce en disant que voilà, imaginons qu'il y a un mauvais génie qui a employé toute son industrie à me tromper. Je pense que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, tout ce que je vois ne sont que des illusions et des tromperies. Je n'ai aucun moyen de prouver que ce n'est pas le cas, si ce n'est, argumente-t-il, en prouvant justement que Dieu lui-même ne peut pas me tromper. Et finalement, peut-être que c'est en cela qu'il se distingue de Putnam, puisque la solution qu'il propose, en adoptant le point de vue de Dieu, est un point de vue surplombant, précisément. Oui, on peut présenter les choses de cette façon, vous avez raison. J'avais pas pensé que ça pouvait être une manière d'illustrer la chose. Le plus souvent, on considère plutôt, en tout cas quand on utilise cet exemple de Putnam dans le cadre de la théorie de la connaissance, que c'est plutôt le pendant de l'argument du rêve de Descartes, si vous voulez. C'est-à-dire que, au fond, si on n'est pas capable de trouver un argument qui exclut la possibilité absolument que vous soyez un cerveau dans une cuve, alors vous n'aurez aucun moyen de prouver que le monde extérieur existe. Et en un sens, d'ailleurs, c'est pourquoi les discussions sur le scepticisme ont toujours bon train, c'est qu'il est très très difficile de résister à l'argument du rêve cartésien. Bon. Donc en fait, c'est plutôt à cet argument cartésien qu'on pourrait donner raison. En revanche, vous avez raison d'insister sur le caractère d'expérience de pensée qu'il y a aussi dans l'argument, sur lequel on pourra peut-être revenir d'ailleurs parce que c'est une technique classique dans l'histoire de la métaphysique et que reprennent les métaphysiciens contemporains. C'est vrai qu'il y a une manière, au fond, de pousser jusqu'au bout. On dit que le malin génie, c'est une sorte d'hypothèse hyperbolique. Le doute hyperbolique, voilà, ouais. C'est ça. Bon, et donc, d'essayer de construire, de pousser l'imagination à son maximum pour essayer de tester, au fond, la capacité qui serait la nôtre de voir qu'est-ce qui est concevable, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est réel. Bon, et c'est précisément parce que Descartes va assez loin, méthodologiquement, là-dedans, qu'il arrive à des choses. Donc, je ne crois pas en même temps qu'il faille sortir de la méthode. C'est tout simplement un instrument méthodologique, l'argument du malin génie, n'est-ce pas? C'est pas une thèse. Bon, ça ne veut pas dire donc qu'il y aurait une sorte d'astuce par laquelle Descartes retomberait sur ses pieds en adoptant un point de vue divin, puisque c'est pas la fonction du oui et malin non, parce génie. qu'en même temps, c'est quand même la référence à une existence indépendante de sa propre existence d'homme et même de sa connaissance qui lui permet d'être assuré que le monde existe réellement. Or c'est pas un point de vue que l'on peut adopter dans une autre, disons, un autre point de vue justement qui lui s'interdirait de s'en référer à une existence transcendante. C'est pas simplement un point de méthode, il y a quand même une thèse. Vous avez tout à fait raison, mais ça, c'est, si vous voulez, c'est une deuxième étape dans la démarche cartésienne, c'est-à-dire que l'intervention de Dieu qui vient, au fond, solidifier le cogito, Dieu intervient à partir du je pense, je suis. Oui, mais alors, qui est la cause de ce que je suis? Et intervient toute l'argumentation par la cause de l'idée, etc. Bon, et Dieu vient consolider le cogito. Mais
en ce qui concerne en tout cas le malin génie lui-même, il ne lui donne pas d'autres vertus que purement méthodologiques. Mais vous avez raison, ce qui est symptomatique quand même, enfin, une des caractéristiques de la métaphysique cartésienne, c'est de commencer par le premier principe, c'est je suis, j'existe, mais pour combien de temps? Et ensuite, l'astuce, c'est de dire je dure parce que Dieu est là et vient me consolider dans mon être. Alors là, on est au cœur du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, Claudine Tiercelin, puisque la question est de savoir comment la métaphysique, puisque c'est de cela que nous parlons, peut nous permettre de dissiper ou dissoudre le scepticisme qui est mis en scène dans l'exemple des cerveaux dans les cuves. Comment la métaphysique peut-elle prouver que le monde existe réellement ? Alors, je ne crois pas que ce soit l'objectif de la métaphysique de prouver que le monde extérieur existe. Ça, je crois que justement, si on essaie un petit peu de serrer les difficultés, c'est plutôt le travail du philosophe de la connaissance, d'essayer de rendre compte de ça. En revanche, c'est vrai que le métaphysicien, comment dire, il a la naïveté de penser au départ que le monde est là et de s'interroger ensuite sur ce en quoi, du moins c'est ainsi que je conçois les choses, en quoi consistent les principales propriétés de ce monde. Et au fond, bien entendu, il y a plusieurs manières de procéder pour ensuite déterminer quelles sont les caractéristiques essentielles des propriétés des choses du monde. Et l'une des manières, c'est en effet de ne pas se contenter de dire le monde est là, mais de sonder justement l'espace des possibilités. Il y a un métaphysicien contemporain pour qui j'ai une grande admiration, qui a malheureusement disparu il y a quelques mois seulement, Jonathan Lowe, qui dit « La métaphysique traite de possibilités ». Et c'est précisément parce qu'elle permet, si vous voulez, d'aborder les choses, pas seulement en termes des choses qui sont, mais de ce qui serait éventuellement possible, parce qu'il faut toujours expliquer, au fond, pourquoi les choses sont, et sont telles qu'elles sont. Est-ce qu'elles sont nécessairement ainsi, ou bien est-ce qu'elles auraient pu être autrement? Donc, vous savez, ce sont des interrogations que vous trouvez chez Leibniz, que vous trouvez d'abord, celui qui a prononcé l'autonomie de la métaphysique, à partir du principe du possible, c'est Duns Scotus, justement. Duns Scotus a dit... médiéval. Voilà, c'est ça, un philosophe au Moyen-Âge qui disait, mais oui, c'est ça qui est important, c'est de comprendre, au fond, si nous voulons vraiment comprendre de quoi le réel est fait, il faut que nous puissions envisager qu'il y a d'autres choses que le réel. C'est-à-dire que le possible fait partie du réel. Et oui. Heureusement d'ailleurs, n'est-ce pas? Je pense que si le réel n'était pas plein d'un certain nombre de possibilités, ce serait épouvantable. Nous aurions une réalité tout à fait bornée. Alors le métaphysicien, c'est vrai qu'il essaie de voir, de jouer un petit peu sur le registre des possibilités et puis de voir comment éventuellement certaines d'entre elles peuvent s'actualiser ou ne peuvent pas s'actualiser. Alors on va essayer de comprendre ce que signifie être, disons, ce que vous dites être une métaphysicienne réaliste, scientifique réaliste. Et pour cela, je vous propose qu'on procède à l'inverse, c'est-à-dire on va écouter un texte de Kant qui définit ce qu'il entend par métaphysique et voir en quoi la méthode, disons, analytique se distingue de cette présentation et de ce procédé qui serait propre à la métaphysique selon Kant. Écoutez. La métaphysique n'est rien d'autre qu'une philosophie qui porte sur les premiers fondements de notre connaissance. Ce qu'on a exposé au sujet de la connaissance mathématique par comparaison avec la philosophie vaudra donc également par rapport à la métaphysique. En mathématiques, je commence par la définition de mon objet, par exemple d'un triangle, d'un cercle, etc. En métaphysique, je ne dois jamais commencer par là, et l'on se trompe aussi longtemps que l'on considère que la définition est la première chose que je connaisse d'un objet, alors qu'elle est presque toujours la dernière. Car, en mathématiques, je n'ai absolument aucun concept de mon objet avant que la définition ne le donne. En métaphysique, je possède un concept qui m'a déjà été donné, bien que d'une manière confuse, et je dois en rechercher le concept distinct et déterminé dans ses parties. La vraie méthode de la métaphysique est au fond identique à celle que Newton a introduite en physique. On doit, y est-il dit, rechercher au moyen d'expériences sûres les règles d'après lesquelles se produisent certains phénomènes de la nature.
Il en est de même en métaphysique. Rechercher par une expérience intérieure sûre, c'est-à-dire par une conscience immédiate et évidente, les caractères qui se trouvent sans aucun doute dans le concept de quelques propriétés générales, et bien que vous ne connaissiez pas toute la réalité de la chose, vous pourrez néanmoins vous en servir avec assurance pour en déduire plusieurs de ces caractères. France Culture, Les nouveaux chemins de la connaissance. Adèle Van Rett. Je tiens à signaler que pendant que nous écoutions ce texte, Claudine Tiercelin, la lumière s'est éteinte dans le studio. Je ne sais pas si c'est l'effet de la métaphysique de Kant. C'est étrange, l'effet en de tout cas. Kant, de la métaphysique, je ne sais Voilà, pas. c'est finalement, c'est pas la lumière qui se fait sur nous, c'est l'ombre. Alors justement, en quel sens êtes-vous en désaccord, si j'ose dire, si je force un peu le trait, mais je suis pas si sûre d'ailleurs, avec la définition de la métaphysique telle que l'expose Kant, à savoir que justement en mathématiques, la définition finalement précède l'objet. C'est parce que à partir du moment où je vais définir ce qu'est un triangle, que cet triangle va pouvoir exister. Or, dit-il, en métaphysique, j'ai d'abord un concept général et ensuite je vais essayer de chercher à le déterminer dans le particulier. C'est le propre du jugement déterminant. Est-ce que c'est sur cette opposition entre la méthode scientifique et la soi-disant méthode ou non-méthode métaphysique qu'il énonce que vous opposez à lui, Claudine Tiercelin ? Non, d'abord, je ne m'oppose pas totalement à Kant. Pour une raison qui apparaît d'ailleurs au début du texte, qui est je suis assez d'accord avec lui, et c'est d'ailleurs un champ important du travail des métaphysiciens contemporains aujourd'hui, de travailler sur la question du fondement, le ground, le fondement des connaissances. Je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire qu'il y a une partie importante de la métaphysique, d'autant plus que je conçois la métaphysique comme une entreprise de connaissances, à réfléchir sur la question des fondements de la connaissance. Donc de ce point de vue-là, je reste très profondément kantienne. Je reste aussi très profondément kantienne dans un aspect qui n'apparaît peut-être pas forcément dans le texte, mais qui est quelque chose qui pour lui va de soi, c'est-à-dire que la métaphysique est quand même, malgré tout, ce qui doit à un moment donné nous permettre de comprendre un certain nombre de choses relativement aux catégories. Alors là où ensuite les choses... le troisième point aussi avec lequel je suis d'accord, c'est que je crois qu'il dit tout le temps aussi que la métaphysique relève d'un besoin irrépressible. Que quand bien même on voudrait s'en débarrasser, on ne pourrait pas. Comme disait Meyerson, on fait de la métaphysique comme on respire, donc autant que nous nous y fassions. Bon, alors donc avec ça, je suis tout à fait d'accord avec Kant. D'ailleurs, je crois qu'il avait parfaitement perçu à quel point il était difficile de s'en passer, parce qu'il avait envisagé à un moment, lorsqu'il avait eu un moment de lucidité, que éventuellement le système par lequel il proposait de déduire ces catégories n'était pas le bon, mais qu'il y avait, disait-il, un troisième chemin intermédiaire, ce qu'il appelait un système de préformation de la raison pure, qui après tout permettrait de mieux comprendre qu'au fond, lui, finalement, va finir par le dire, qu'il y a une sorte d'harmonie entre nos facultés, si vous voulez, et une forme d'intelligibilité de la nature. Il y a donc ce sera l'objet de la troisième critique, voilà. cette fois-ci. Et donc, en revanche, là où je ne suis pas d'accord avec lui, justement, et ça apparaît très clairement dans la façon dont il présente les choses, c'est que je ne suis pas du tout persuadée que la métaphysique suppose l'exercice, si vous voulez, d'un je pense, d'un retour par les catégories du jugement. Vous savez que les catégories chez Kant interviennent en second, après l'établissement des catégories du jugement. Donc c'est uniquement à l'intérieur d'une forme de conception de la philosophie transcendantale, si vous voulez, qu'il aborde la métaphysique. Et la raison pour laquelle, finalement, il rejette la métaphysique du côté de l'illusion ou des idées de la raison, dont il est question dans la dialectique transcendantale, c'est précisément parce qu'il refuse de considérer qu'il puisse y avoir un travail métaphysique qui se place sur le plan exactement du jugement par des concepts et des intuitions. Il pense que ça relève uniquement de quelque chose qu'on peut penser, qui peut intervenir dans le cadre comme un guide, si vous voulez, pour les choses sur lesquelles nous réfléchissons, comme l'éthique ou la croyance, n'est-ce pas, mais pas du savoir proprement de la parler, pensée de et pas de la l'expérience, connaissance, et pas de la justement. connaissance. Et donc vous essayez de montrer que la métaphysique n'est pas incompatible avec la connaissance. Exactement.
Ce qui, là, pour le coup, est radicalement anti-kantien. Non, ça n'est pas... Tout dépend... tout dépend ensuite comment vous définissez la connaissance. C'est vrai que si vous définissez la connaissance comme Kant essentiellement à partir précisément, comme je dis, d'une perspective de l'idéalisme transcendantal, je pense, doit accompagner tous mes jugements, etc. Et où vous opposez ce qui relève justement des choses en soi, de la réalité telle qu'elle est donnée, et ce qui relève des phénomènes auxquels vous considérez que la connaissance vous donne accès et que vous ne pouvez pas aller au-delà. En effet, j'ai une conception plus ambitieuse de la connaissance, puisque je pense, et notamment ce pourquoi je crois que associer connaissance et métaphysique n'est pas contradictoire, je crois qu'on peut connaître les choses en soi, je pense qu'on peut dire un certain nombre de choses au-delà des phénomènes et pas sur la réalité, et donc le réel n'est pas seulement quelque chose de voilé ou quelque chose avec quoi on entre en fusion par une sorte d'intuition magique ou par une sorte d'approche naturelle, mais c'est quelque chose sur quoi nous pouvons porter en effet toute notre attention dans le cadre d'une analyse très très précise, dont nous allons peut-être reparler. Bienvenue dans le désert du réel. Non. Je refuse de le croire. C'est impossible. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. J'ai dit que ce serait la vérité. Ça suffit. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Je veux sortir. Claudine Tiercelin, la référence à Matrix est toujours un peu facile, même dès qu'on parle de ces sujets-là. Vous l'avez évoqué, mais pourtant ça tombe extrêmement bien, notamment ici cet extrait, puisque il va nous permettre de définir les termes dont on a besoin pour continuer ces discussions plus en avant. Le réel est de l'ordre de la vérité. Finalement, lorsqu'on dit que la métaphysique peut nous permettre de connaître les choses en soi, la différence de Kant, donc justement, c'est-à-dire qu'elle permet une forme de connaissance qui n'est pas de l'ordre du dévoilement, vous l'avez dit, mais qui est une connaissance, osons le terme, de l'ontologie, c'est-à-dire qu'il y a une essence des choses qui est accessible par la connaissance, et cela, la métaphysique peut nous permettre d'y accéder. Et cette position-là, si on l'inscrit dans l'histoire de la philosophie, est révolutionnaire. Enfin, c'est vraiment une nouveauté d'avancer ça, Claudine Tiercelin. Ah bon, vous trouvez ? Ah oui, je trouve. Mais vous savez, voilà, vous êtes du point de vue de la philosophie analytique, c'est peut-être plus courant, ça fait peut-être 30 ans qu'on le sait. Mais c'est-à-dire que je croyais que c'était exactement ce qu'Aristote avait dit. Ah c'est-à-dire que il disait en effet que la métaphysique commençait... Enfin, il ne savait pas trop ce que c'était que la métaphysique, justement. Comme disait Aubin, que c'est quelque chose qui est introuvable chez Aristote, c'est innommé. Il ne savait pas trop où la caser. Vous savez très bien que la métaphysique, c'est le nom qu'on a donné au texte d'Aristote, à un moment donné, parce qu'il n'était ni à proprement parler de la physique, ni à proprement parler de la logique, ni de la théologie. Alors, où les mettre ? Bon. Et de fait, c'est vrai qu'il y a une hésitation permanente chez Aristote sur ce que c'est que l'objet de la métaphysique, qui explique que l'histoire de la métaphysique soit un petit peu... ensuite partie dans plusieurs directions. Grosso modo, du reste, une dimension qu'on pourrait appeler de la métaphysique comme ce qui s'occupe de ce qui est en tant qu'il est, ce qui est très banalement les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles existent, vous voyez, c'est pas la peine de trouver ça très obscur. Et puis la métaphysique éventuellement comme s'occupant de ce qui est en premier, et donc ce qui aurait éventuellement une priorité dans l'ordre de l'être, à savoir Dieu. Donc c'est l'opposition classique entre la métaphysique générale et la métaphysique spéciale, si vous voulez, comme on dit dans le jargon des philosophes. Mais alors là où je dis que il n'y a aucun scope, si vous voulez, il n'y a aucune révolution, c'est que Aristote est le premier à dire, bon, si nous voulons aller un petit peu plus loin que Parménide, qui se contente de dire l'être est, le non-être n'est pas. Bon, à ce moment-là, il faut commencer à dire quelque chose. Et donc il dit, l'être, c'est quelque chose qui se dit, et qui se dit de plusieurs façons. Alors essayons d'aller comprendre un petit peu plus avant comment les choses se disent. Et c'est là que la métaphysique commence, et c'est là que les catégories commencent. Je vous prends un exemple, Adèle. Vous êtes là, bon, vous êtes une substance, peut-on penser, essayons de penser de façon aristotélicienne, vous êtes une substance, vous êtes une chose, bon, mais au fond, vos auditeurs ne savent pas du tout exactement qu'est-ce qu'il y a de plus. Moi, je sais, vous voyant, par exemple, que vous êtes assise, donc c'est déjà une catégorie aristotélicienne, vous voyez, c'est le lieu. Bon, je
sais que vous avez telle taille, donc une autre catégorie. Je sais que vous êtes en face de moi, catégorie de la relation. Vous voyez, enfin, il y a toute une série de choses qui permettent de préciser ce que vous êtes, qui, en quelque sorte, enrichissent, avouez, quand même, l'information. Donc, oui, mais là, on est dans le registre de la métaphysique. connaissance et pas de la métaphysique. Mais précisément, on se fait tout de suite une représentation de la métaphysique comme quelque chose d'extrêmement magique, mystique. Mais non, c'est simplement essayer d'aller un petit peu plus avant dans les propriétés des choses, dans ce qui est dit des choses. Et donc, c'est ce d'ailleurs à partir de quoi, au Moyen-Âge, les philosophes vont essayer de prendre la mesure en se demandant, bon, eh bien, en effet, creusons un petit peu les choses. Qu'est-ce que ça signifie si je dis que Socrate est mortel? Comment est-ce que je dois entendre, par exemple, le mot mortel? Est-ce que c'est une propriété, un attribut, un accident de Socrate, ou est-ce que c'est quelque chose de plus important? Et la métaphysique, c'est pourquoi on dit souvent que la métaphysique, c'est la réflexion sur ce que la relation entre les mots, les concepts et les choses, le fameux triangle, si vous voulez, ou ce qu'on a appelé le problème des universaux, ben c'est tout simplement ça, essayer de comprendre la relation entre ce qui est, la manière dont ce qui est peut être dit, et donc les significations diverses de ce qui est, et puis évidemment si ce que vous dites renvoie ou pas à des choses qui sont dans la nature. C'était ce que Aristote appelait essayer de vérifier si les catégories, qu'il avait établies dans l'organon de la logique formelle, sont ou non le miroir des catégories de la réalité. C'est ça la métaphysique. Le mot « homme » désigne les hommes particuliers pour une raison qui leur est commune, à savoir parce qu'ils sont des hommes. Étudions cette raison. Les hommes singuliers, distincts les uns des autres, diffèrent par leurs essences propres et par leurs formes propres, comme nous l'avons montré en étudiant ce qu'est une chose du point de vue de la physique. Pourtant, ils se rencontrent en ce qu'ils sont des hommes. Je ne dis pas qu'ils se rencontrent dans l'homme, car l'homme n'est aucune chose, sinon une chose individuelle, mais dans l'être homme. L'être homme n'est pas un homme, ni une chose, si nous y regardons avec assez de soin, de même que n'être pas dans un sujet n'est pas une chose, ni ne pas être susceptible de contrariété, ni ne pas être susceptible de plus ou de moins. Et pourtant, Aristote dit que toutes les substances se rencontrent selon ses caractères. Il ne peut donc y avoir de rencontre dans une chose. C'est pourquoi, s'il y a une rencontre entre des êtres, il faut comprendre que ce n'est pas une chose. Et c'est ainsi que Socrate et Platon sont semblables dans l'être homme. Ma tête, ça c'est nouveau, ne peut plus voir mon cerveau. Ma tête propriétaire veut chasser son locataire. Mon cerveau ne veut pas partir, ma tête ne peut plus le sentir. Et du coup, c'est moi qui traîne des migraines, des migraines. Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête à Louki. C'est moi que l'on dit bégueule, quand ma tête fait la gueule. C'est d'un très mauvais effet, même quand je suis bien coiffé. Hélas, ma tête sans tête, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle ne veut plus trimballer un cerveau écervelé. Voilà quelle est sa formule, une vraie tête de mule. Et mon cerveau qui coiffe. Laissons Pierre Louki, sa tête et son cerveau. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h29, c'est le 3e temps de notre série d'émissions consacrée à la philosophie analytique.
Et pour l'occasion, c'est de métaphysique que nous parlons aujourd'hui en compagnie de Claudine Tiercelin, auteure notamment du Doute en question, paru aux éditions de l'Éclat, le ciment des choses, pour petit traité de métaphysique scientifique réaliste chez Itac. Et on trouve également la leçon inaugurale au Collège de France de Claudine Tiercelin, intitulée La connaissance métaphysique, aux éditions Fayard. Viendra le jour où elle s'expédiera, rebelle, un pruneau dans la cervelle. Mais pour que le projectile arrive à bon port, faut-il qu'il passe d'abord par la tête. Et ma tête, ça l'embête. Elle voudrait pas de quoi rire, tuer mon cerveau sans mourir. Mais lui aussitôt ricane, si tu me tutoies, tu cannes. Ils y mettent de chaque côté tant de mauvaise volonté que c'est pas demain ni à perpète que j'aurai du plomb dans la tête. Si ma tête fait... Claudine Tiercelin, vous avez évoqué le problème des universaux qu'on trouve notamment énoncé par Pierre Abélard, dont je viens de lire un texte, l'extrait d'un des textes. Il va nous permettre là aussi de comprendre en quel sens ce que vous dites du langage est essentiel pour comprendre une certaine conception de la métaphysique dite réaliste et scientifique, on y viendra plus tard, à savoir que le langage lui-même ne signifie pas simplement, ne renvoie pas à des choses, mais à l'être. Là, ce qu'il dit clairement, c'est-à-dire que Socrate et Platon ne sont pas des choses, ils sont semblables dans l'être homme. Qu'est-ce que ça veut dire, cette identification entre le langage d'un côté et l'être de l'autre ? Oui, c'est en effet l'un des points par lesquels on peut prendre ce texte. Je crois que le texte d'Abélard est très intéressant, parce que Pierre Abélard était un philosophe extrêmement intéressant, sur lequel j'ai passé quelque temps. Abélard était très soucieux de défendre une certaine conception déjà réaliste, bien que non platonicienne, des universaux. C'est-à-dire, et on le voit très bien dans ce texte, il avait parfaitement compris qu'il était très très difficile, si vous voulez, d'expliquer de façon platonicienne comment Socrate et Platon pouvaient se rencontrer s'ils se rencontraient dans une forme. Parce que dans une forme commune, dans l'humanité, si vous voulez, cette humanité, mais alors si c'est vraiment une idéalité telle que la pense Platon, comment est-ce qu'on va la retrouver et chez Socrate et chez Platon ? Alors il y a toute une série d'analyses au Moyen-Âge qui sont menées là-dessus, on ne va pas rentrer là-dedans, Guillaume de Champeau, etc., toute théorie de la non-différence, etc., enfin, qui sont des reprises des thèmes platoniciens classiques, mais qui revient au fond à se demander, mais au fond, comment est-ce qu'on peut maintenir quand même qu'il y a entre Socrate et Platon, vous voyez, quelque chose de plus, enfin, qui les rassemble, alors que nous serions, au fond, nous dirions plus difficilement que Socrate et Platon ressemblent à un âne, à une ligne ou à un chou-fleur. Hein. Il y a bien quelque chose de commun en eux. Nous sommes bien d'accord. Un air de famille. Voilà, si vous voulez, quelque chose, en tout cas, en quoi ils se ressemblent. Bon, mais quand vous avez dit en quoi ils se ressemblent ou ce qu'ils ont en commun, c'est là que vous devez essayer de justifier ce qui fonde cet être commun. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, Abélard dit, il dit pas plus, il dit ça peut pas être une chose en tout cas. Ils conviennent dans le fait d'être homme, le status, hein, c'est la théorie du status abélardien. Donc c'est pas une chose, c'est pas une res. Mais c'est le fait d'être quelque chose. Et en réalité, c'est là qu'on voit déjà combien les médiévaux étaient extrêmement subtils dans la manière dont ils évacuaient un certain nombre de difficultés du réalisme platonicien, qui est au fond le réalisme métaphysique, et avaient toute une série de solutions, parce que Abélard, quelquefois on dit c'est plutôt le chef de file des nominalistes. Non. Mais justement, là c'est difficile de comprendre en quoi est-ce qu'il se distingue du réalisme platonicien, puisque finalement, que dit-il d'autre que ce qu'aurait dit Platon, à savoir que ce qu'il y a de commun entre Socrate et Platon, c'est qu'ils appartiennent à l'idée d'homme. Non, c'est le fait d'être homme, et c'est pas forcément une idée. Et bien justement, ensuite, toute la difficulté commence. Comment est-ce que vous allez déterminer un certain nombre de critères qui vous permettent de dire
en quoi consiste le fait d'être homme. De dire, c'est ça qui est important, c'est le langage. Dire, et donc, du même coup, de fonder votre intuition parfaitement juste, qui vous fait penser qu'il y a plus de commun entre Socrate et Platon que entre, justement, Socrate et un chou-fleur ou un âne, n'est-ce pas? Ils ont bien quelque chose, mais quoi? Alors, si vous adoptez une perspective essentialiste ou réaliste très très forte, vous direz, ah bien, ils ont une essence commune qui est l'humanité. Oui, mais une fois que vous avez dit ça, vous n'êtes pas plus avancé tant que vous n'avez pas expliqué en quoi consiste justement ce qui est essentiel, par exemple, à une chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve toute une série de questionnements aristotéliciens sur l'essentialisme. Il y a de très très nombreuses discussions, c'est aussi un point sur lequel je travaille personnellement, sur comment est-ce qu'on peut reprendre à nouveau frais un certain nombre d'interrogations sur l'essentialisme aristotélicien en l'adaptant évidemment à un certain nombre de choses que nous disent les sciences, n'est-ce pas, qui pourrait nous faire penser que l'essentialisme, ou parler de cette chose bizarre qu'est une essence, est complètement dépassé. Et non, je ne crois pas, justement. Il y a quelque chose là d'extrêmement intéressant dans une certaine branche de la philosophie contemporaine, qui a une nouvelle réflexion sur les formes possibles que pourrait prendre l'essentialisme. Et là, il y a vraiment toute une gamme de possibilités. Bon, mais pour revenir au point qui est le nôtre, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est aussi la façon dont on voit très bien qu'on peut défendre une position réaliste qui ne soit pas une position platonicienne ou qui ne soit pas simplement une forme d'accord qui ne passerait pas par le biais du langage entre l'esprit et le monde. Je vous cite, si vous permettez. Comment vous définissez une position réaliste? Alors justement, peut-être que la meilleure manière de faire le lien entre Abélard et puis le réalisme tel que je le défends est de citer un texte du métaphysicien américain qui était le fondateur du pragmatisme, qui s'appelait Charles Peirce. Voici ce que Peirce écrivait par exemple. On ne doit pas imaginer que dans l'esprit du moindre réaliste du XIIIe ou XIVe siècle, un universel ait pu être conçu comme ce que nous, en français, nous appelons une chose, comme avaient pu, semble-t-il, le faire à un stade antérieur certains réalistes, comme certains nominalistes. Leur définition même d'universel admet qu'il soit de la même nature générique qu'un mot, à savoir cognatum aptum est predicari de pluribus, qui est en fait la définition aristotélicienne, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire être se dit de plusieurs choses. Hein. Bon, leur doctrine n'était pas non plus qu'un universel lui-même soit réel. Certains peut-être le pensèrent, mais leur réalisme, et c'est là vous voyez qu'est le point important, ne consistait pas en cette opinion. Elle consistait à soutenir que ce que le mot signifie, par opposition à ce que on peut en dire vraiment, est réel. N'importe qui peut être de l'opinion que le, entre guillemets, est un mot français. Ce n'est pas cela qui fera de lui un réaliste. Mais si pour lui, que le mot dur, par exemple, lui-même, soit réel ou pas, la propriété, le caractère, le prédicat dureté n'est pas inventé par les hommes comme l'est le mot, mais est vraiment et réellement dans les choses dures, et une seule en elle toute, en tant que description d'une habitude, d'une disposition ou d'un comportement, alors oui, il est réaliste. Donc le langage n'est pas simplement l'expression de catégories propres au jugement ou à la pensée d'un homme, mais il renvoie directement à la structure de la réalité. Il ne renvoie pas directement, mais il y renvoie précisément parce qu'une chose est de dire, si vous voulez, que quelque chose qui est nécessairement relatif à la pensée, ce qui semble aller de soi, n'est-ce pas? Et autre chose de dire que c'est complètement indépendant de la pensée. Donc il faut distinguer ces deux points, et la seule manière de défendre, me semble-t-il, un réalisme cohérent aujourd'hui, c'est en effet de l'entendre comme ce qu'on pourrait appeler un réalisme sémantique, c'est-à-dire qui d'emblée, mais là encore ça n'a rien de révolutionnaire, c'est aristotélicien, n'est-ce pas, qui se définit d'abord à partir de ce qui peut être dit de ce qui est. Et pourquoi le faudrait-il? Pourquoi faut-il défendre ce réalisme en métaphysique? Ah, vous avez raison, c'est vrai qu'on n'est pas du tout obligé. On peut très bien considérer que la métaphysique, c'est simplement la fusion mystique qu'il y a avec les choses. Oui, et laisser ça aux sciences, disons, la connaissance du monde serait... Oui, mais pourquoi pas? Je n'ai rien contre. Donc il n'y a pas une justification proprement philosophique dans votre démarche? Si, enfin, la justification philosophique, si vous voulez, grosso modo, elle serait de l'ordre, comment dirais-je, du principe qui est le mien,
de considérer que, tant qu'à faire, si on fait de la métaphysique, autant que ce soit dans une perspective rationaliste, c'est-à-dire que on puisse rendre compte auprès de tous, c'est l'idéal des Lumières qui est le mien, donc, de quelque chose qui est public, de communicable. Et donc, la mystique, en général, c'est quelque chose sur quoi éventuellement on peut par empathie baigner, mais au fond qui reste, ce qui suppose une sorte de connivence. Moi, je pense que le travail du philosophe, c'est quand même de veiller à ce qu'il dit, ce qu'il pense, soit quelque chose qui soit accessible à tous, communicable. Et donc, la seule manière de le faire, eh bien, c'est en effet de travailler sur la base d'idées claires et distinctes, d'analyse définitionnelle des termes qu'on utilise, de préciser de quelle catégorie, en effet, on s'autorise, et si oui ou non, les mots qu'on utilise renvoient ou pas à des concepts, parce que certains mots parfois ne renvoient à rien. Donc il est important, c'est un élément thérapeutique très important du travail philosophique, de s'assurer que ce que l'on dit a une signification, donc de s'assurer des conditions de signification de ces énoncés, n'est-ce pas ? Ça, c'est quelque chose à quoi aussi les philosophes analytiques, mais je dirais tous les philosophes classiques ont été attentifs, n'est-ce pas ? Et en troisième lieu, de se demander avec sérieux si éventuellement, même si nos concepts semblent assez bien fondés, ils renvoient bien à des choses telles qu'elles sont. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, du moins tel que je conçois l'entreprise métaphysique, ça suppose que la démarche ne se passe pas uniquement du côté, si vous voulez, d'abord de l'entreprise thérapeutique, et tirer au clair nos idées. Deuxièmement, du côté de ce que j'appelle l'analyse conceptuelle, c'est-à-dire déterminer uniquement avec les concepts, avec les outils dont dispose le philosophe, sans s'occuper d'autres choses. Donc, les outils linguistiques, les outils de la logique, vous voyez, comme le faisaient les aristotéliciens. Comment on peut, en effet, on n'a pas besoin là des scientifiques. C'est pour ça qu'il y a vraiment une autonomie et, me semble-t-il, un travail à mener, une spécificité de l'entreprise métaphysique. Mais évidemment, après, il faut être extrêmement attentif à ce que les sciences empiriques, les sciences de la nature nous disent et ne pas raconter n'importe quoi. Voilà, parce que précisément, la métaphysique que vous prenez, elle est réaliste d'un côté, mais également scientifique. Alors, je vous propose, pour vous permettre de définir ce que vous entendez par là, d'écouter la voix de Quine, et cette fois-ci, le philosophe Quine. C'était dans une émission du 5 avril 1978 qui nous explique en quel sens, effectivement, la philosophie se doit de se confronter à la science, mais d'une manière que lui nomme systématique. Écoutez. De mon point de vue, la philosophie continue avec la physique et la science naturelle. Je rejette l'idée d'une philosophie qui doit être indépendante de la science naturelle et qui doit pourvoir un fondement ou une justification pour la science naturelle. Plutôt, je vois le système entier, inclut la philosophie et aussi les sciences naturelles, comme un système. C'était le Viennois Neurath qui nous donnait l'exemple d'un bateau qu'il faut toujours réparer et bâtir de nouveau, mais toujours en pleine mer. Voilà la situation, comme je la vois, dans la science, incluse la philosophie, aussi les mathématiques, aussi la logique. L'image que Quine emprunte à Neurath du bateau que l'on doit sans cesse reconstruire en pleine mer est assez fidèle à l'entreprise même, sans doute d'une construction, d'une enquête à laquelle doit procéder une entreprise métaphysique, avec le doute et l'urgence que cela implique. La seule chose est qu'on l'a entendu, Quine, effectivement, te dit que finalement la science et la philosophie feraient partie du même système, et je suis pas sûre que c'est ce que vous entendez, Claudine Tiercelin, lorsque vous dites que votre métaphysique réaliste se doit d'être également scientifique. Oui, je vous remercie. C'est une question très très importante. Je vous remercie de m'aider à clarifier les choses. Le passage de Quine est très 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 pertinent pour au moins deux raisons. La première raison, c'est qu'en effet, on voit très bien que la conception qu'il se fait généralement de l'entreprise philosophique est une conception qui lui fait mettre la science et la philosophie à peu près dans le même bateau, à savoir le bateau Neurath, et qui revient pour lui à considérer, c'est selon sa formule,
que les seuls doutes philosophiques sont des doutes scientifiques. C'est-à-dire qu'une fois que la science a réglé un certain nombre de doutes que nous avons, eh bien, elle peut fermer la philosophie et ce qu'il appelle une épistémologie naturalisée, et il n'y a plus d'autres questions à se poser. Et évidemment, il le fait en même temps, vous avez remarqué, en utilisant non pas le thème du principe, de l'arbre, qui est l'image de la métaphysique du fondement ou de la philosophie comme fondement sûr d'elle-même, qui est le mythe fondationnaliste cartésien, mais plutôt l'idée du bateau qui se répare en pleine mer, n'est-ce pas? C'est la métaphore plutôt de on est toujours sur un terrain marécageux, donc on fait comme on peut. On est embarqué, Pascal. Oui, on est embarqué, puis on fait comme on peut avec les moyens du bord. Bon, et ça, évidemment, c'est un petit peu la démarche scientifique. Je ne suis pas totalement opposée à celle-là, au contraire, ça fait partie de la conception qui est la mienne de la connaissance, d'entrevoir celle-ci beaucoup plus de façon exploratoire, un peu sur le modèle des sciences de la nature, mais de dire que, si vous voulez, la méthode qu'on utilise en métaphysique soit à certains égards proche d'une enquête, etc., ne signifie pas du tout que les problèmes métaphysiques se réduisent à des problèmes scientifiques. Ça, ce sont deux questions. Et là-dessus, je ne suis pas justement dans la position coanienne, qui est une position qui l'a conduit à développer ce qu'on a appelé la relativité de l'ontologie, c'est-à-dire, lui, il considère qu'il n'y a pas une possibilité de déterminer en quoi consiste, par exemple, l'essence des choses, en quoi, pour des raisons qui sont liées à la conception qui est la sienne, de la logique, de la manière aussi assez sceptique, n'est-ce pas, foncièrement sceptique, de concevoir l'entreprise philosophique. Alors, ce qu'il me faut dire, c'est qu'il y a toujours aujourd'hui dans la philosophie analytique contemporaine, puisque tout de même c'est ça qui doit être informatif pour vos auditeurs, il y a tout un courant aujourd'hui important qu'on appelle grosso modo la métaphysique naturalisée ou scienticisée, ou la métaphysique des sciences, qui est héritière un petit peu de cette idée coanienne, c'est-à-dire qui considère qu'une fois que nous avons réglé les problèmes sur le plan des sciences de la nature, et en particulier de la physique, eh bien, le philosophe ensuite peut tout simplement aller se coucher, n'est-ce pas? Il n'a plus grand-chose à dire. Je suis d'un avis totalement opposé. Je pense qu'autant il est nécessaire pour le philosophe de se rendre compte de ce qui se passe dans les sciences, en biologie, en chimie, dans les sciences aussi de la cognition, qui sont tellement importantes dans le travail du métaphysicien pour essayer de comprendre mieux, par exemple, pourquoi il peut, à certains moments, faire appel à ses intuitions. Il ne faut pas les mettre, n'est-ce pas? Donc c'est très très important d'être à l'écoute de tout ça, de voir qu'est-ce qui évolue, de voir pourquoi certaines hypothèses qu'il peut faire ne tiennent plus la route, n'est-ce pas? Donc il ne s'agit pas d'être du tout aveugle, mais en revanche, il est évident qu'il y a une spécificité, une irréductibilité de la métaphysique à la physique, et je ne suis pas du tout convaincue, comme le sont certains, que everything must go, tout doit passer à la trappe, pour reprendre le titre du livre James Ladyman, par exemple, qui est un tenant de cette conception éliminativiste, si vous voulez, de la métaphysique par les sciences. Alors dans ce cas, il vous reste malheureusement qu'une minute pour répondre à cette vaste question. En quel sens entendez-vous la dimension scientifique de la métaphysique réaliste que vous proposez? Alors très brièvement, premièrement, d'abord au sens de la méthode, c'est-à-dire scientifique, au sens où, premièrement, ça n'est certainement pas une conception systématique de l'enquête. C'est quelque chose qui doit se concevoir justement, non pas du tout sur un modèle de système universel, position de surplomb, mais c'est relatif aussi à un certain nombre de questions et de problèmes que vous abordez. Mais deuxièmement, scientifique au sens où véritablement, ça suppose en effet un engagement du côté de la manière dont vous allez interpréter les théories scientifiques, et un engagement aussi concernant ce que vous entendez pouvoir dire de la nature des propriétés du monde. Donc, si vous voulez, c'est cette double dimension qui me paraît très importante, c'est-à-dire essayer de montrer pourquoi, quand vous faites de la métaphysique dans une perspective scientifique, cela vous oblige à défendre une certaine position qui est le réalisme scientifique, et pas seulement une position qui reviendrait à dire que les théories scientifiques sont des descriptions. Non, elles ont bien une valeur explicative, par exemple. Et deuxièmement, vous aidez donc d'un certain nombre de résultats donnés par les sciences, mais aussi donnés par votre propre travail, a priori, d'analyse conceptuelle, qui vous permettent de mieux clarifier en quoi consiste la nature des propriétés du monde. Par exemple, est-ce que le monde est fait essentiellement de propriétés qui seraient, comme on dit dans notre jargon catégorique, masse, substance, masse, volume, grandeur, ou bien est-ce que
conformément d'ailleurs à ce que nous enseigne par exemple la physique, il ne vaut pas mieux tenir compte du caractère que j'appelle dispositionnel des propriétés, le fait que par exemple ce soit plutôt des pouvoirs, des capacités, le fait que les choses soient en relation en permanence les unes avec les autres. Vous voyez bien qu'un électron, on ne peut pas le comprendre indépendamment de ses relations dynamiques avec d'autres dans un champ, etc. Donc si ce n'est pas plutôt ça qui est définitionnel de l'essence des choses. Voilà. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent. Merci beaucoup Claudine Tierson. Attention, les micros sont ouverts. Mais justement, on est en train d'écouter la chanson d'Anne Sylvestre, J'aime les gens qui doutent. On se disait qu'on n'avait pas insisté sur la dimension du doute et de la faillibilité. Oui. Ça aurait été un autre angle à aborder.